He took the bomb. Voilà, c'était un groupe qui s'appelle Tiger. Ce sont des jeunes new-yorkaises. Je me suis dit, allez, il faut démarrer un petit peu avec de l'énergie. Ok, bonjour, guten Tag, buongiorno, good morning. Précision linguistique tout d'abord, si vous parlez allemand ou français, les interventions sont à chaque fois dans les deux langues. La personne parle dans sa langue et puis m'a remis des bullet points que nous avons traduits dans l'autre langue. Pour les personnes qui parlent italien, j'avais prévu quelque chose, mais tout le monde m'a dit, et c'est vrai qu'en général, elles parlent 3 voire 4 langues. Donc, voilà. Donc, elles vont se débrouiller. Si jamais il y avait panique à bord, il y a des italophones qui pourront traduire si jamais. If you speak only English, please go to the person who raised her hand. She will help with some translation. So, who is, if I have 2 or 3 Soroptimists who talk English and can help some person who talk only English. Okay, so you join. You join at one table. Is there is need for translation or not? Okay. Thank you. Well done. Voilà. Alors, après 3 ans de préparation, vous voilà enfin toutes, ou presque, au rendez-vous du Haut-Sorop. Ou presque, car il y a eu pas mal de bouleversements. Je vous montre les nombreuses listes que nous avons faites, voilà, pour en arriver à des matchings. Ce fut un travail absolument... Heureusement, j'ai travaillé avec des scientifiques, donc qui n'ont pas lâché le truc et qui, à chaque fois, sont revenus de manière à ce qu'on trouve la personne qui convienne avec celle qui était candidate. Nous avons établi... Donc, en tout, nous avons eu 107 Soroptimistes qui s'étaient inscrites et nous avons presque 80 jeunes femmes participantes. Elles ne sont pas toutes là, mais voilà, c'était vraiment les inscriptions qu'on a eues. Après, il y a des maladies, des désistements, c'est pas grave. Et nous avons donc 42 tables. Nach 3 Jahren Vorbereitung ist es soweit. Heute treffen wir uns alle oder fast alle, die sich eingetragen haben zu unserem Duo-Sorop Dating Event. In einer so langen Zeitspanne kann sich einiges ändern. Ich zeige Ihnen die vielen Listen, die wir erstellt haben, um uns heute an 42 Tischen auszutauschen. Ich wünsche euch viel Spaß beim gegenseitigen Kennenlernen. After 3 years of preparation, the time has come. Today we meet almost all. We have signed up for our Duo-Sorop dating event. A lot can change in such a long period of time. Let me show you the many lists we have made to share at 42 tables today. I hope you will enjoy getting to know each other. À cause de tous ces bouleversements, vous n'aurez peut-être pas la personne que vous vouliez rencontrer,
Mais le but est de découvrir un parcours professionnel et de constater que toutes les carrières se valent quelque part. Et puis, après la discussion, vous pourrez vous rencontrer avec d'autres soroptimistes engagés et échanger avec elles. Quant à nous, vous allez aussi nous apporter beaucoup et je l'espère un jour ou l'autre venir à nos côtés. Diese vielen Änderungen haben zur Folge, dass Sie heute vielleicht nicht mit der gewählten Soroptimist an einem Tisch sitzen werden. Das ist aber nicht so schlimm. Es geht vor allem darum, einen beruflichen Werdegang kennenzulernen. Und Sie werden schnell feststellen, dass alle Karrieren mit den gleichen Herausforderungen verbunden sind. Nach diesem einstündigen Austausch haben Sie die Gelegenheit, sich mit weiteren engagierten Soroptimistinnen zu unterhalten. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier mit uns zu empfangen. Entschuldigung, ich habe was vergessen. Ja, das bin ich, ja? Das haben Sie. Das bin ich nicht, ja? Sie bringen neuen Wind in unsere Organisation und wer weiß, vielleicht wollen auch Sie eines Tages Soroptimistin werden. The result of these many changes is that today you may not be sitting at the same table as your chosen Soroptimist, but it is not so bad. The main thing is to get to know a career path, and you will quickly realize that all careers come with the same challenges. After this 1 hour exchange, you will have the opportunity to talk to other committed Soroptimists. We are very pleased to welcome you here with us today. You bring a new breeze into our organization, and who knows, maybe you too will want to be a Soroptimist one day. Je tiens à remercier l'Union suisse, les clubs et mon équipe Duo Sorop qui ne m'a pas lâché même dans la tempête. Cherchez des duos. Chercher des participantes, chercher des intervenantes, créer un site, chercher des sponsors, chercher un lieu, chercher un traiteur, chercher des fleurs, magnifiques, bref, tout trouver au final. Ich möchte der Schweizer Union, den Clubs und vor allem meinen Duo Sorop-Team danken, das mich auch in stürmischen Zeiten nicht im Stich gelassen hat. Duos suchen, Teilnehmerinnen suchen, Referentinnen suchen, eine Website erstellen, Sponsoren suchen, einen Ort suchen, einen Caterer finden, Blumen bestellen, kurzum alles zu organisieren, was für einen derartigen Anlass erforderlich ist. I would like to thank the Swiss Union, the clubs, and above all, Duo Sorop team, who did not let me down even in stormy times. Finding duos, finding participants, finding speakers, creating a website, finding sponsors, finding a venue, finding a caterer, ordering flowers, in short, organizing everything needed for such an event. Je remercie aussi la Event Fabric, Misha et ses deux collaboratrices qui ont été absolument adorables du début à la fin et qui n'ont fait que nous aider. Merci beaucoup. En introduction, vous allez entendre les parcours, expériences, remarques ou idées de nos intervenantes, qui sont aussi des rôles modèles, bien sûr. Ça c'est juste encore nos sponsors. Unsere Rednerinnen, die ebenfalls Rollenmodelle sind, erzählen Ihnen nun etwas über ihren Werdegang und teilen Erfahrungen und Wissen mit Ihnen. Our speakers, who are also role models, will tell you now something about their careers and share experiences and knowledge with you. N'hésitez pas à poser beaucoup de questions. Ici, personne ne vous juge. Vous êtes là pour emmagasiner de l'expérience. Stellen Sie uns so viele Fragen, wie Sie möchten. Seien Sie mutig. Wir sind hier, um Erfahrung zu sammeln, nicht um zu urteilen. Ask us lots of questions. Be courageous. We are here to gain experience, not to judge. Vous trouverez sur vos tables un livre offert par le service égalité
de l'Université de Genève qui a travaillé main dans la main avec moi depuis le début. Et c'est une expérience de rôle modèle aussi, mais au sein des universités et puis en matching avec d'autres femmes. Donc ce sont beaucoup des chercheuses qui sont là et puis le livre vous est offert. Et puis il y aura aussi en sortant 2 cadeaux. Donc un cadeau, oui voilà, des cadeaux de Monsieur Gasser, qui est le créateur de Les Biologiques. Ça sera un petit cadeau féminin entre guillemets. Voilà. Et puis je remercie donc aussi BKV Énergie qui nous a financé. Auf Ihrem Tisch werden Sie ein Buch über Rollenmodells finden. Es ist ein Geschenk des Gleichstellungsbüros der Uni Genf. 100 Frauen und Tausende mehr. Ein weiteres kleines Geschenk kommt der Firma Les Biologiques. Am Ausgang gibt es dann noch eine kleine Überraschung, die von 2 Soroptimistinnen gesponsert wurde. So, das ist alles zum heutigen Programm. On your table, you will find a book about role models. This is a gift from the Equality Office of the University of Geneva, 100 women and thousands more. Another small gift comes from the company Les Biologiques. At the exit, there will be a small surprise sponsored by 2 Soroptimists. So that's all for about our 2 days program. Les personnes qui sont en visite peuvent tout à fait rester, mais je vais les prier de rester en haut pendant qu'il y aura les échanges et les matchings. Vous trouvez les numéros de vos tables affichés derrière, mais il y aura toujours des soroptimistes qui vont vous aider. Les tables 1 à 20 sont ici, les tables 21 à 42 sont à l'étage en dessous. Voilà. Et maintenant, je prie Evie Aleman de venir me rejoindre et de faire sa petite présentation. Je remercie infiniment ces personnes qui sont venues avec des agendas hyper débordés et qui nous consacrent un peu de temps. Voilà, donc profitez bien. Bonjour à tout le monde, bienvenue ici à Berne et merci beaucoup pour l'invitation. Brigitte Mantilleri m'a invité à parler allemand, so wechsle ich auf Deutsch. Ich hoffe, das passt ja für viele und ich wurde gebeten, etwas zu mir als Vorbild und über meine Vorbilder zu sprechen und über die Laufbahn. Ich habe dann die Laufbahn-Eckpunkte versucht, auf diese Bullet Points zu bringen im Vorfeld. 5 Minuten sind sehr kurz. Ich glaube, ich erzähle zuerst etwas zu meinen Erfahrungen und zum Thema Vorbilder. Ich habe mir überlegt, hatte ich wirklich Vorbilder, Frauenvorbilder, die ich namentlich benennen kann? Die Antwort ist schnell gegeben, nein. Aber ich habe, und das tönt für eine Politikerin vielleicht komisch, ich war sehr lange Beobachterin. Ich habe ganz viele Frauen, nicht nur, aber vor allem Frauen in unterschiedlichsten Situationen beobachtet. Und daraus einen riesigen Werkzeugkasten mir gewinnen können, eine Toolbox, aus der ich heute in ganz vielen verschiedenen Situationen, in Verhandlungssituationen, in medialen Situationen, bei Angriffen von Menschen mit anderer Haltung oder auch medialen Angriffen profitieren kann. Ich habe beobachtet, wie Frauen, manchmal auch Männer, aber es waren vor allem Frauen, sich Gehör verschaffen in einer Gesprächsrunde, in der Männer dominieren. Über die Art und Weise, wie sie auf die Meta-Ebene gehen und Strategien haben, eigene Ideen zu platzieren, obwohl die Agenda eigentlich ganz anders war, die inhaltliche. Ich habe beobachtet, mit welcher Strategie Menschen Leute unterschiedlicher Auffassung an einen Tisch bringen, wie man Leute unterbricht, ohne unhöflich zu sein, wie man von einer destruktiven Diskussion die Energie nutzt in eine konstruktive Diskussion, wie man Ideen platziert, ohne aufdringlich zu sein, wie man eigene Ideen zu den Ideen anderer macht. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch beobachtet, wie man sich einbringt.
weil dieser Werkzeugkasten bringt ja nichts, wenn man ihn nicht auch anwendet und ihn immer wieder erneuert. Ich habe zum Beispiel die Bundesrätin Micheline Galmire beobachtet in ganz schwierigen Situationen in der Außenpolitischen Kommission, wie sie es schafft, Haltungen zu durchbrechen, Akzeptanz zu schaffen in einer teilweise sehr männlich dominierten Welt, wie es Bundesrätin Simonetta Sommaruga schafft, einen runden Tisch zur Wasserkraft zu machen, wie sie es schafft, aufzustehen nach einer Abstimmungsniederlage, wie sie es schafft, mit Rückschlägen umzugehen. Das waren für mich wichtige Erfahrungen. Um dazu auch immer wieder einen Perspektivenwechsel einzunehmen. Das ist das zweite Element, das ich mitgeben muss. Mut zu haben, die eigene Perspektive zu verlassen und sich in die anderen hineinzuversetzen. Empathiefähigkeit zu bewahren in einem zum Teil sehr harten Umfeld. Ich glaube, das spielt auch hat einen Zusammenhang mit verletzlich bleiben. Ich wollte immer mich selber bleiben. Das ist wahnsinnig schwierig, egal ob in der Politik oder in anderen Karrieren. Aber ich hatte immer den Anspruch, und das überlege ich mir immer noch oft, wie kann ich mich selber bleiben, wie gehe ich mit Verletzungen um und wie schließe ich mich mit anderen kurz. Ich habe auf der Folie, sehen Sie es, ich habe ganz jung gestartet und die gleichen Erfahrungen in der Politik gemacht, wie Sie zum Teil in den 70er, 80er Jahren als Frauen, als damals junge Frauen, in einer Situation massiv untervertreten zu sein, nicht mitentscheiden zu können, keine Rechte zu haben. Wir haben als Junge damals in den 90er Jahren versucht, in die Parlamente zu kommen. Und das war damals noch sehr ungewöhnlich, dass Leute mit 20 Jahren gewählt werden. 1998 war das bei mir der Fall, inmitten der Maturaprüfungen. Und da wurden mir viele Fragen gestellt. Es wurde mir nicht gesagt, du kannst das nicht. Ich wurde gefragt, bist du sicher, dass du das willst? Willst du wirklich an Sitzungen statt an die Bar oder in die Diskothek? Willst du wirklich ins Parlament statt den Auslandaufenthalt zu machen? Willst du wirklich langweilige Debatten verfolgen, anstatt zu konsumieren? Ich konnte immer schnell sagen, ja, natürlich will ich das. Und die Frage war ganz anders gemeint. Das braucht recht Rückgrat, weiterzumachen und sich zu denken, das kann man auch alles unter einen Hut bringen, weil die Sitzung findet nicht gleichzeitig statt wie das Tanzen in der Diskothek zeitlich. Das beginnt ja nicht um 7 Uhr am Abend. Ganz zum Schluss, die Zeit ist schon fast abgelaufen, die Vereinbarkeit. Da habe ich etwas Triviales, das ich gerne mitgeben möchte. Mut haben, die Agenda selber in der Hand zu behalten. Inzwischen habe ich eine Assistentin, ich habe ein ganzes Sekretariat. Bin ich wahnsinnig froh darum. Aber wenn die Vereinbarkeit mit Familie, mit den eigenen Bedürfnissen auch, als Frau, als Freundin, als Partnerin, auch in einer Beziehung gewährt oder nachgelebt werden können, dann brauche ich Oasen in meiner Agenda. Und den Mut zu haben, ganz weit im Voraus gewisse Zeitoasen festzulegen, das ist eine meiner wichtigsten Erfahrungen. Eine Zeit lang habe ich das nicht getan, fühlte mich als Getriebene, hatte oft ein schlechtes Gewissen, allen möglichen und auch mir gegenüber manchmal sogar. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Zeitoasen zu planen, egal wo man in der Laufbahn steht, egal welcher Karriereschritt ansteht, den Mut zu haben, auch Nein zu sagen, weil in der Agenda Zeit für sich selber drinsteht. Danke. Je vais quand même vous traduire un peu parce qu'elle a dit plein de trucs. Voilà. Donc en fait, oui, elle parlait donc d'elle en tant que politicienne dans un monde dur et dans lequel elle essaye absolument de rester elle-même et donc de ne pas s'endurcir. Et elle a beaucoup observé les politiciennes qui étaient avant elle. Bon, quand elle a débuté, il n'y en avait pas tellement. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup observé Micheline Calmiret, comment elle réussissait à rester toujours digne, même quand il y avait de la bagarre. De la même manière avec Simonetta Sommaruga. Voilà, un joli parcours de jeune femme politicienne. J'espère qu'elle va rester en politique. Voilà, merci beaucoup Evie. Je prie maintenant Mélanie Mettler de me rejoindre.
sais pas si vous avez vu, mais j'ai vraiment essayé d'avoir une politicienne au niveau Berne cantonal, une politicienne au niveau national, une politicienne au niveau des États, une journaliste. Donc vous avez vraiment, vraiment un grand choix. Merci bien, merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur. Je suis conseillère nationale pour les Verts libéraux du canton de Berne. Et j'ai un peu mal compris les instructions. Je dois être honnête. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui ne parlent ni l'allemand ni le français. Je voulais demander s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais. Parce que je peux le faire en anglais. Il y a des femmes qui ne parlent pas l'anglais ou qui ne comprennent pas l'anglais. Deux au fond, mais je vais parler en allemand. Pardon, les deux femmes. Okay, so I was asked to think about a motto which sort of drives me and motivates me, and I think the motto at the moment in the phase of my current phase of my life is there is much to be done. And I can do things, and I'm allowed to do things, so I will be doing things. So who am I? I have a bit of a generalist background. For 10 years, I worked at the university. I have a background in English literature and philosophy, analytical philosophy, though that's a bit different. But I then left the academic career because I wanted to do something more practical, and I built I was a founded a small startup in the solar industry, electricity industry, and another organization in the area of social innovation. And I was still working at the World Trade Institute. That was very interesting, gave me insights into a completely new world and a very international world and new disciplines and new areas. And I then left to work as a consultant, and I've been working as a sustainability consultant in different firms. And for the last 3 years, I was the director of a national network in professional integration. But simultaneously, at the same time, I also started a political career. I started a bit later than my colleague Evi Alemann. I started about 11 years ago. I was elected, it was a bit of a surprise, I was elected in the city parliament in the city of Bern. And then once you start being involved, it just sort of grows. And all of these, like you start being involved in all different areas. Most of it, obviously, is just out of interest. So I'm interested in democracy, I'm interested in the environment, obviously, and I'm interested in the functioning of institutions, and I'm interested in diversity and equality. That helped me in my path, and I'm now on the national level. And I'm also vice president for the Green Liberals, and we'll see what comes next. But obviously, I also have a private life, although it takes a small role at the moment. I always compare ourselves to sort of maybe like we work like Olympians in sports that aren't being portrayed on television, and there's no money in it. So we sort of we build our lives around these activities. And but there's always the need to stay grounded, and of course I need my friends and family to stay grounded. I like to walk in nature, and I still love literature and music, of course. So what I would like to share with you is this sort of knowledge that I've gained for myself, which I found very liberating. I found it very liberating to understand that I am actually able to do quite a few things. I have abilities. And I also have the right to do quite a few things. I live in a free society. I am allowed to do this. My predecessors have fought for my right to be politically active, for example. And that's a privilege. And it's also a responsibility, a duty. And this has been a very positive knowledge for me to acquire, to have this as a driver.
So I thought about what is difficult or what was difficult for me and what I've learned. Of course, I was always a shy person. I have terrible stage fright, and that was horrible. So I just had this thing where I thought, okay, so every day you're going to do something that you're very scared of. And I did that, and it actually helps because you just sort of develop the routine to live with the fear that comes with things. It's also true that still to this day, the role that I take at the moment as a woman isn't really available. Like, I don't live in a society where I should have that role. People aren't used to that role or to have women in that role. And all of you, I am sure, make this experience every day as well. And it's just, sometimes it's hard to sort of be a trailblazer and to do new things and to explain to people that it's okay for us to be in this role, and maybe also explain it to ourselves. There's also this issue of doing so many things at the same time, so many different areas of our lives that we try to juggle, and there comes a stage always, periodically there comes this stage in my life where I just feel I can't really take any decisions on my own anymore. I'm just driven by my agenda, I'm just driven by my dairy, I'm driven by people wanting things. And I've learned that it's quite good in these moments to just take a beat, pause, think about what priorities I have, what is necessary, and what I can actually let go, and then just give myself the ability to act again. Which also is this, we have this tendency to I want to do things right, or I won't do them at all. And I've learned this is actually a huge barrier to participate in so many important areas of where we should be participating. And I've learned to just train myself to say, good enough is good enough. That's it. So what I would have liked to know earlier, my earlier self, which is just go for it. Just try. If it doesn't work, it doesn't work. You do something else, but just try. Thank you. Ah là là, quelles intervenantes, hein. J'étais très émue en l'entendant. Donc vous avez bien compris, il faut y aller, hein. Voilà, peu importe si on vous dit, si on vous freine, si vous avez l'impression, comme elle le dit, que le rôle qu'elle a n'est pas encore un rôle tout à fait féminin, entre guillemets, hein. Il faut encore batailler. Voilà, merci beaucoup, Mélanie. Et puis maintenant, Lisa Mazzone, voilà, que je connais depuis très très longtemps, parce qu'en fait, je l'avais fait venir dans le comité de Femmes Info, qui est une association qui s'occupe des femmes. Et puis voilà, donc depuis, je suis Lisa, je suis très fière d'elle, comme de toutes mes intervenantes d'ailleurs. Donc Lisa va vous parler en français, et il y a donc les fameux bullet points en allemand derrière elle. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes. Je me suis dit, qu'est-ce qui est pour moi, ou depuis le début de ma carrière, le plus grand champ de tension? Et ce champ de tension, c'est la légitimité. Est-ce que je suis légitime dans mon rôle? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis reconnue comme étant à ma place? D'abord en tant que femme, en tant que jeune femme. Et constamment, au cours des étapes que j'ai pu franchir, ce questionnement revient et refait surface et de façon pas forcément agréable, et toujours avec cette idée, mais c'est pas tout à fait là où je devrais être, et comment faire pour y arriver. Et face à ce sentiment qui est récurrent, ou qui ne veut pas se faire la malle, malheureusement, une des réflexions que moi je me fais et que j'ai pu constater dans la politique, c'est que plus on tient et plus on sera en termes de nombre,
Et plus il y aura un nombre, et plus il y aura un changement de ce qui est considéré comme légitime, et aussi de soi-même, dans quelle situation on se trouve quand on est dans ces milieux-là. Et au Parlement, on l'a vu de façon très claire, la législature précédente au Conseil national, on avait une part de femmes relativement faible. Et puis, on a eu cette transformation en 2019 grâce à la grève des femmes et féministes et aux mouvements féministes qui se sont mobilisés pour ces élections. On a aujourd'hui 40% de femmes au Conseil national. Moi, j'ai changé de chambre, je suis au Conseil des États. On est un quart au Conseil des États, mais on voit au Conseil national une véritable transformation, rien qu'en passant dans les couloirs. C'est la manière dont on se sent quand on marche dans une salle et où on a une masse critique d'autres femmes. C'est totalement différent que quand vous êtes une exception. Et le fait de l'avoir vécu m'encourage à poursuivre, parce que je trouve que ça a vraiment une incidence sur la manière dont on peut vivre et habiter sa fonction et du coup en tirer le plus possible d'effets. Et cette masse critique, pour qu'on puisse l'atteindre, ça repose aussi sur des personnes avant moi, Géraldine Savary qui est là, qui a pu faire ce chemin avant moi dans la salle du Conseil des États. Et c'est grâce à des personnes qui ont fait ce chemin, qui ont aussi vécu et illustré une autre façon de faire de la politique, aussi une façon dans laquelle il y a une place pour la famille, pour la vie de famille, pour devenir mère avec un poste à responsabilité. C'est grâce à ça que d'autres peuvent continuer et qu'on va pouvoir atteindre cette masse critique et redéfinir du coup les rapports de pouvoir. Dans le cadre de cette masse critique, ou pour tenir le coup d'ici là, je pense que c'est important de mettre en place des réseaux de solidarité et de ne pas croire que les réseaux de solidarité féminine se mettent en place tout seuls. Si on ne travaille pas à créer ces réseaux de solidarité, ils n'existent pas nécessairement. Au Conseil des États, on a décidé, toutes les femmes du Conseil des États, tous partis confondus, de créer ce réseau de solidarité, d'aller manger ensemble une fois par session. C'est à la fois informel, mais c'est aussi des lieux où on décide, par exemple, qu'à chaque fois qu'une autre femme prend la parole au Conseil, si une femme, après elle, prend la parole, elle va faire référence à la première femme pour donner de la visibilité aux femmes dans notre Conseil. Et ça, c'est une décision qu'on a prise entre femmes et qu'on applique aujourd'hui et qui joue un rôle, d'où l'importance de ces réseaux de solidarité, évidemment sur des thématiques précises où on peut travailler ensemble. Et surtout, ne pas oublier que les réseaux de solidarité masculine fonctionnent bien et naturellement. Donc, ne pas oublier que nous devons aussi les mettre en place, parce que c'est pas qu'à côté, il n'y a rien qui se passe. Par exemple, je sais que les hommes du Conseil des États sont très froissés, que nous puissions manger ensemble sans eux une fois par session. Par contre, eux, tous les soirs, vont boire des verres et fumer des cigares ensemble sans nous inviter. Et ça ne les dérange absolument pas, évidemment. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de trouver des lieux de confiance et de reconnaissance. Si ce n'est pas dans les milieux dans lesquels on est active professionnellement, c'est important de les avoir ailleurs, d'avoir, moi personnellement, dans des engagements associatifs dans lesquels il y a une reconnaissance du travail effectué et aussi une confiance qui est là. Ça donne énormément de force pour ensuite poursuivre en politique. Et pour moi, c'est un pilier essentiel. Je n'arriverai pas à tenir le coup dans des milieux si, il faut le dire, avec une certaine violence et agressivité, s'il n'y a pas en dehors des lieux de bienveillance. C'est un mot très important pour moi, la bienveillance. C'est clair qu'en politique, il y a une difficulté principale qui est la conciliation entre la vie familiale et l'engagement politique. On a des horaires qui ne sont pas adaptés à la vie familiale, rien que par le fait qu'il faut se trouver à Berne, qui n'est pas Genève. Donc il y a 2 heures qui séparent ces 2 villes. Et évidemment, du coup, passer un certain nombre de nuits loin de la maison, dans mon cas avec des petits-enfants. Et ma façon à moi de surmonter ça, c'est
aujourd'hui, c'est d'accepter que j'ai décidé de consacrer du temps à la politique, que je le fais parce que c'est un engagement qui fait du sens pour moi, qui a un sens pour la collectivité, et de ne pas développer de sentiment de culpabilité, mais au contraire d'être solide et fier dans ce choix de consacrer du temps pour la politique, et à côté de se dire, il y a des moments où on déconnecte totalement et on le consacre aux enfants et on essaye d'en faire des moments de qualité. Et j'ai trouvé personnellement que ce stade de l'acceptation est très important pour la vie harmonieuse de l'ensemble de la famille, et que tant qu'on est dans des conflits de loyauté, on n'arrive pas à être ni dans un engagement ni dans l'autre à sa place. Donc, pour moi, ça a été très important, avec le souvenir que les enfants, c'est quand même une force. Ils nous aident à prendre du recul, à nous concentrer sur l'essentiel, à nous rappeler qu'il y a plein de choses qui ne sont pas si graves que ça, à changer de perspective. Et du coup, je vous invite aussi à toutes les femmes qui sont aussi mères ou qui ont aussi le projet d'être mères et de concilier les deux, à ne jamais se laisser dire le contraire, que les enfants sont une force aussi dans nos engagements professionnels, politiques, associatifs et dans le monde actif en général, en dehors du foyer. J'en suis persuadée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de journée. Voilà, donc vous l'aurez compris, vous pouvez tout à fait devenir sœur optimiste, hein, ça serait la fameuse association bienveillante de soutien. Merci Lisa, je t'avais pas demandé de faire de la pub, mais c'est fait. Voilà, donc un nouveau témoignage. À chaque fois, ce qui était bien avec ces trois jeunes femmes, c'est qu'on voit à la fois le monde rude de la politique, les difficultés, mais on y va quand même, on s'accroche et puis on va de l'avant. Et ça, c'est très important pour toutes les femmes, qu'il y ait effectivement de plus en plus de femmes en politique. C'est là qu'on prend les décisions pour nos vies, en fait. Et maintenant, Géraldine Savary. Je ne la connais pas personnellement, mais je la suis depuis je ne sais pas combien d'années, brillante politicienne, et puis j'étais toute contente quand j'ai vu sa tête voilà, dans le magazine que je lis tous les dimanches depuis des décennies, le magazine Femina. Géraldine Savary, à vous. Voilà, bonjour à toutes et à toutes. J'ai toujours l'habitude de dire à toutes et à tous, donc enfin je peux dire à toutes, à part le photographe qui est là, mais on va exceptionnellement passer à la majorité féminine. Merci pour cette invitation. Je suis aussi très contente d'avoir entendu Evie et Lisa et de rappeler ce parcours de politicienne. Je les connais les deux, la troisième conseillère nationale, je ne l'ai jamais rencontrée, jamais eu le plaisir. Mais Lisa et Evie, dont j'ai vu l'arrivée au Parlement, et je trouve que les mots qu'elles ont choisis correspondent tout à fait à la situation qu'on a vécue. Et je suis très, très fière, je dois dire, comme femme aussi, de voir à quel point elles ont une force qu'elles nous transmettent et qu'elles utilisent pour avancer dans leur carrière politique. Quand on parle parcours professionnel, je crois, mesdames, vous le savez, j'en suis persuadée, au fond, ça a l'air d'être une route toute droite, avec un certain nombre d'étapes à franchir, puis en fait, on se rend bien compte que, eh bien non, en fait, les choses peuvent arriver par hasard, par bonheur, parce que tout d'un coup, ça ne se passe pas comme on le souhaitait. Et moi, j'aime assez cette idée dans le parcours professionnel de ne pas savoir complètement où on va arriver, de se laisser porter par le destin, par ses propres envies, par des fois sa témérité excessive, et que c'est comme ça que ça se construit un parcours professionnel. Moi, perso, je voulais être danseuse de flamenco quand j'étais adolescente. Bon, ça ne s'est pas complètement passé comme je le souhaitais. Je pense que c'est pas plus mal, parce que j'étais pas très très bonne danseuse en réalité. Donc voilà, alors comment passer de danseuse de flamenco potentiellement à sénatrice et puis rédactrice en chef? Voilà, c'est les belles étoiles qui se profilent.
Donc ça, c'est un peu la première chose que je souhaitais dire, c'est se laisser surprendre par ce qui nous arrive, accepter ce que la vie nous donne, accepter qu'au fil d'une rencontre, d'une amitié, d'un amour déçu, aussi d'une situation qui a foiré, c'est-à-dire on voulait avoir une activité professionnelle, on n'a pas été choisi, et puis on se retrouve à faire des choses encore plus passionnantes que ce qu'on avait l'ambition de faire. Et moi, la politique, au fond, elle est arrivée dans ma vie un peu de cette manière-là. J'ai fait une rencontre, j'étais à Rome, j'étais enceinte, une femme qui travaillait en politique. J'ai l'impression que sa vie elle était 10 000 fois plus passionnante que la mienne. Et puis, je me suis du coup inscrite dans un parti en rentrant. Et j'ai vraiment mené à la fois cette grossesse et ce début d'engagement politique. Et les mots de Lisa à la fin sur le fait de concilier vie professionnelle, enfin politique, et d'avoir des enfants. Les enfants nous donnent de la force. Véritablement pour avancer dans nos vies professionnelles. C'est pas l'inverse. Ne vous laissez pas détourner de cette idée en disant ça va être horrible et puis reste à la maison parce que quand même c'est plus simple, ou bien travaille à temps partiel, ou ce genre de du casse que parfois la société nous impose et qu'on s'impose à nous-mêmes. Vraiment avoir un enfant et qu'il nous accompagne aussi dans nos trajectoires individuelles et professionnelles ou politiques, c'est une force. C'est une force qui n'est pas toujours reconnue par nos collègues. Moi, c'est vrai, quand j'ai commencé la politique, je devais être une des premières à avoir arrivé enceinte. Donc, c'était un peu étrange. Et puis, au fond, ce n'était pas du tout encore une thématique. Il n'y avait pas, par exemple, de congé maternité, c'est-à-dire si vous n'étiez pas à la session, il n'y avait rien du tout comme rémunération, rétribution, congé, enfin voilà. Donc, on était obligé d'aller, soit de laisser l'enfant à la maison, soit de le prendre au Parlement. Et puis, vraiment l'idée qu'un enfant, c'est un peu un élément comme ça, qui pleure parfois. Donc, il faut essayer d'éviter qu'il pleure dans les séances, dans les manifestations, trouver tous les trucs possibles, inimaginables. Mais au fond, c'est un être invisible, comme les circonstances de carrière d'une femme sont invisibles. On ne doit pas trop les montrer. Il faut que ça reste un peu discret, pas trop dérangeant. Donc ça, c'est vraiment de ma génération des difficultés auxquelles j'ai été confrontée dans l'espace social. La deuxième chose que je souhaitais dire, je ne suis pas du tout le truc là qui est derrière, je crois, la deuxième chose que je souhaitais dire, c'est qu'au fond, j'ai toujours misé sur le fait d'être sous-estimée. C'est un bon truc comme vous avez un bon jeu de cartes, si vous voulez. Vous avez bourre, nel, as, en français, ça se dit comme ça, je ne sais plus pour les alémaniques, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un bon jeu de cartes en main, mais vraiment, vous essayez de cacher au maximum le bon jeu que vous avez. Et d'être sous-estimé, c'est ce que je disais, je me suis toujours sous-estimée et j'ai toujours misé sur le fait que les autres allaient faire la même erreur que moi. Et qu'au fond, d'avancer de façon relativement discrète, c'était un bon truc pour, à la fin, surprendre en étant et en réussissant dans les objectifs qu'on s'était fixés. Et moi, ça m'a toujours un peu stressée quand je voyais mes collègues masculins qui racontaient leurs exploits, qu'ils avaient gagné telle votation, qu'ils avaient gagné tel débat, qu'ils avaient gagné telle proposition dans des commissions parlementaires. Je disais, mais comment ils font? Moi, j'avais l'impression d'être complètement nulle. Et en fait, quand tout d'un coup vous vous présentez à une élection et que vous êtes élu avec 5000 voix de plus qu'eux, à la surprise générale, eh bien, ça fait assez plaisir. Et c'est parfois mieux d'avancer un peu comme ça, tranquillement, on vous fout la paix. Et dans le même temps, eh bien, vous marquez des points, vous faites ce que vous souhaitez faire. J'aimerais peut-être, parce que je ne veux pas trop monopoliser, donc moi j'ai passé 4 ans au Conseil national comme Lisa et Evie, et puis ensuite été élue au Conseil des États, un peu avec cette stratégie de la surprise et d'être sous-estimée. Ça n'a pas trop mal fonctionné. J'ai passé 12 ans, effectivement, très très peu de femmes, très peu avec des enfants évidemment. Et puis après, je me suis sentie vraiment indestructible, après avoir passé toutes ces épreuves, comme si j'étais en titane, comme si j'étais très très forte. Et puis à la suite de ce qu'on peut appeler une tempête médiatique, j'ai
affronter ma propre vulnérabilité, c'est pas forcément agréable, je dois bien le dire, de tout d'un coup se rendre compte qu'on est beaucoup plus fragile, d'être attaqué alors que j'ai toujours essayé d'être parfaite et de faire tout bien comme il faut. C'est une épreuve qui est relativement difficile, mais au fond, j'ai décidé d'arrêter ma carrière, donc de terminer mon mandat et de ne pas me représenter. C'était une décision très difficile parce que vous abandonnez une partie de vous-même, vous abandonnez ce que vous avez mis dans une carrière, ce que vous avez, vos tripes, votre ventre, votre corps, vos enfants aussi qui ont fait des sacrifices d'une certaine manière pour vous. Mais en même temps, c'est aussi un énorme espace de liberté, dans le sens de la liberté, c'est un chemin caillouteux, c'est un chemin difficile, mais c'est quand même un beau chemin. Et c'est possible de faire ça, c'est possible d'affronter ces vulnérabilités, c'est possible de dire je quitte ce monde, je brûle les vaisseaux, comme si vous partiez sur un nouveau bateau, toute seule, à affronter l'Atlantique, mais c'est aussi quelque chose de très très beau. C'est vraiment le vent de la liberté qui souffle dans vos cheveux. Encore une fois, c'est pas facile, mais il y a aussi quelque chose de très beau que de se réapproprier sa vie et sa liberté. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis donc rédactrice en chef de Femina. J'ai complètement changé de monde. Au Conseil des États, il y avait énormément d'hommes, enfin majoritairement des hommes. Je parlais d'armée, d'avions, de trains. D'un coup, je me suis retrouvée à parler aussi de beauté, de mode, d'horoscope, pas seulement, aussi de sujets de société. Je suis très, très fière d'être rédactrice en chef d'un journal qui porte la voix des femmes en Suisse romande, de le faire en restant populaire, comme je l'ai été dans ma carrière politique, je crois. C'est-à-dire, il n'y a aucun sujet tabou, il n'y a pas de petits sujets, il n'y a rien de frivole dans nos vies, y compris les questions liées à l'apparence. L'important, c'est de parler du corps de la femme dans la société, du corps de la femme dans l'espace public, du corps de la femme vis-à-vis de son apparence, sa vieillesse, les injonctions qu'on lui impose. Et c'est au fond, je retrouve des valeurs que j'ai portées en politique. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à la fin? Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on fait, les unes les autres, de nos parcours, parce qu'encore une fois, l'usage de la liberté, ce n'est pas facile, mais c'est plus difficile pour nous les femmes, mais c'est en même temps extrêmement plus excitant. Voilà, merci à vous toutes, et puis bonne journée ensemble. Voilà, en fait, j'ai été très triste, Géraldine, quand vous avez dû arrêter la politique parce que vous auriez été une formidable conseillère fédérale. Voilà, c'est dit. Mais elle est une formidable journaliste maintenant. Et puis, Femina, si vous ne le connaissez pas, ça vaut vraiment la peine de le lire. Je trouve qu'il s'est bien amélioré. Voilà. OK. Donc, maintenant, Gisèle Ruffert, que je connais aussi depuis très très longtemps, voilà, et puis qui va vous parler de son parcours tout à fait exceptionnel de créatrice d'une montre pour le temps des femmes. J'ai toujours du mal à être coincée. Est-ce que vous m'entendez là au fond? Non, je crois pas. Non. Coince-toi. Bon, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que si ma passion, c'est la création, ma mission, c'est d'encourager les femmes à aller au bout de leurs rêves. Ich sage das einmal auf Deutsch. Meine Mission ist Kreation, aber non. Meine Mission ist die Frauenförderung. Et je suis ingénieure et artiste. Et j'ai uni ces deux capacités pour créer une montre symbole pour les femmes, un mentor silencieux. Et je suis devenue entrepreneur. Donc j'ai une longue vie. C'est un peu difficile de la résumer en 7 minutes. Je vais vous parler des points forts. J'ai grandi à Porrentruy. Ich bin von Pruntrut. Es ist noch in der Schweiz. Et j'ai grandi dans la Grande Rue. Ma maman avait un commerce. Elle vendait des très belles choses. C'était une Parisienne et puis elle vendait du cristal, de la porcelaine. Enfin, on a grandi dans les très belles choses. Et
Mais bon, le temps était difficile. Mais j'étais une petite fille très vivace et à Porrentruy, à cette époque-là, on jouait dans la rue. Et la voisine de droite était bouchère et c'était elle qui tenait la caisse. Et bien sûr, son mari faisait le boulot derrière, mais on ne le voyait pas. En face, la boulangère était aussi à la caisse. C'est aussi elle qui faisait la vitrine, qui recevait les gens. Son mari était au fond, qui faisait le boulot, mais on ne le voyait pas. Et l'épicière, pareil. Donc moi, j'ai grandi avec la certitude qu'une femme, c'est elle qui tenait la caisse, une femme, c'est la reine. Voilà. J'ai grandi avec cette certitude. Et puis aussi avec la certitude que mon père m'avait dit, tu feras tout ce que tu voudras dans ta vie. Voilà. Malheureusement, il est décédé, j'avais 8 ans, ma maman avait 28 ans. Excusez-moi, je suis toujours un peu émue quand je parle de ça parce que ça fait longtemps, mais bon. Et puis, en petite fille créative, je me disais, quand j'entendais ma maman pleurer, je me disais, mais il faut que je trouve quelque chose, il faut que je l'aide. Et puis, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que lui dire, maman, je t'aime? Et puis, un jour, en allant à un endroit où je savais qu'il y avait des myosotis qui ont la couleur des yeux de mon papa, j'allais là assez souvent. Et puis, tout à coup, assise dans l'herbe, là, je vois quelque chose d'incroyable. Un trèfle à 4. Ein Vierkleber Kleeblatt. Wissen, was es ist. Un trèfle à 4. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible, les trèfles à 4, ça n'existe pas. Ça, c'est comme les contes de fées, c'est comme le Père Noël. Et puis moi, j'ai un trèfle à 4. Je l'ai cueilli comme ça, j'ai serré dans mes doigts, j'ai couru au magasin, j'ai poussé la porte en hurlant, puis en disant « Maman, maman, on est sauvés !» J'ai trouvé un trèfle à 4. Alors ma maman l'a pris, et puis elle l'a mis dans son pendentif. Et puis elle m'a dit « Je l'aurai tout près de mon cœur, c'est sûr, il nous portera bonheur. » À peu près 15 ans plus tard, j'étais avec ma maman, puis elle farfouillait dans son sac à main, comme les femmes, vous savez, avec plein de choses dans notre sac. Et tout à coup, elle tire un pendentif. Elle me dit, tu vois, je l'ai toujours avec moi. Tu te rappelles ce que c'est? Le trèfle à 4. Et ce jour-là, j'ai décidé qu'un jour, je créerais quelque chose de très beau pour les femmes. Quelque chose qui serait un porte-bonheur, un mentor silencieux. Alors c'est clair, je suis une 68arde, hein? J'ai lu tous les bouquins. Ça en fait des piles, hein? Et je me suis engagée un peu dans toutes les directions, peut-être un petit peu dans trop de directions. Mais j'ai dû travailler, j'ai secondé ma maman, puisque finalement, elle avait 5 enfants, et puis que j'étais la grande, que c'était normal que la grande, elle quitte l'école à 14 ans pour aller travailler au magasin, mais sans trop de protestation. Et puis, j'ai eu la chance, et puis ça, à toutes les jeunes femmes qui sont là-haut, et même aux vieilles, il faut choisir son homme, hein, parce que c'est important. Un bon conseil, il ne faut jamais se marier quand on est trop amoureuse, parce qu'on ne voit plus les choses comme il faut. T'es d'accord ou bien? Bon, mis à part ça, j'ai eu la chance d'épouser un homme intelligent et qui m'aimait. Et je me suis mariée à 22 ans. Et j'ai eu 2 enfants en 3 ans, non, en 19 mois, mais enfin, on compte les grossesses. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir recommencer des études. J'ai fait une maturité fédérale, scientifique, toute seule à la maison, en ayant mes 2 enfants. C'est maintenant que je trouve que c'est un exploit. À l'époque, j'avais la tête dans le guidon, voilà, j'allais tout droit. Et puis, je voulais faire la médecine. Je vous épargne un peu les détails, parce que vous allez les trouver dans mon livre, qui est en français, allemand, anglais, espagnol et bientôt italien. Et puis, on m'a dit de signaler
que j'ai cédé les droits à une personne en Afrique qui l'édite. Mon éditeur c'est une Africaine et qui aide les femmes entrepreneurs dans toute l'Afrique elle a créé un réseau où elles apprennent à faire la comptabilité, enfin toutes sortes de trucs. Donc je lui ai cédé les droits et tout l'argent que je récolte en vendant ces livres m'aide à soutenir des femmes en Suisse. Voilà. Alors, je me suis trouvée donc avec une maturité fédérale. Et puis, vous avez un petit prospectus là, où vous voyez sur la couverture une très belle fille. C'est ma fille. Et elle m'a dit, maman, je veux être danseuse, mais danseuse étoile. Je veux aller à l'Opéra de Paris. Et à ce moment-là, je suis devenue son mentor et elle a fait l'école de danse de l'Opéra de Paris. Elle a été à l'Opéra de Paris et quelques années plus tard, elle a été danseuse étoile au Grand Ballet canadien de Montréal. Et c'est clair qu'alors qu'elle avait à peu près 30 ans, elle me dit « Mais tu sais, j'ai quand même eu de la chance. À un moment, j'ai réussi à aller à l'opéra. Mais au fond, comment j'ai réussi ?» Alors bon, bien sûr que c'est elle qui a fait le boulot, mais c'est quand même moi qui l'ai aidée à arriver là. Parce que moi, tous mes rêves avaient été balayés parce que j'étais la grande et elle qui était la petite, il fallait qu'elle réalise ses rêves. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, mesdames, aussi bien aux jeunes qu'aux autres, il faut toujours oser, il faut toujours avoir de l'audace, il faut avoir le courage d'aller au bout de ses rêves. Et puis, par hasard, donc vous verrez le détail, parce que je crois que j'ai bientôt fini mon temps, après avoir travaillé dans l'horlogerie chez Omega, j'ai décidé qu'il était temps de créer une montre qui symbolise le temps des femmes, une montre qui symbolise nos talents, une montre qui soit pour nous le reflet de tout ce que nous savons faire, de tout ce que nous sommes. Et puis, j'ai créé une montre avec une signification. Vous la voyez dans le petit prospectus, puis j'en ai encore si vous en voulez. C'est au centre le losange, parce que bien sûr, on est mère. Et le losange, c'est un symbole universel de maternité et de féminité, le losange. Et au nord, la spirale. La spirale, c'est l'eau, la féminité. Au sud, le feu. Le feu, c'est le masculin, le soleil. Et la spirale qui lie le nord au sud, le masculin au féminin, dans l'harmonie universelle. Encore à créer, hein, mais on y travaille. Et comme chaque femme est une femme, et toutes les femmes du monde, on partage les mêmes valeurs, les mêmes désirs, les mêmes besoins. Mais en fait, chacune est unique. Je suis moi, et je suis unique. Tu es toi, et tu es unique. Et pour toutes ces femmes que j'ai créé ce symbole unique, je les personnalise avec elles, ou parfois c'est avec l'homme qui les aime, pour symboliser cette femme de manière unique. Bon, je ne vais pas tout vous raconter ça, vous pouvez le voir sur mon site delance.com. Et si vous voulez, vous pouvez venir vers moi et puis on crée ensemble la montre qui vous ressemble. Donc, je suis très engagée pour les femmes. Je vous dis, mesdames, osez. Et puis, ah oui, on parle de mentorat. Donc, la montre, c'est votre mentor silencieux qui vous dit chaque fois que vous la regardez. Les personnes qui en ont une et puis qui m'en parlent, elles me disent « J'entends ta voix qui me dit « Allez, vas-y, ma belle, t'es capable. » Hein? Donc, si vous avez votre Delance au poignet, vous serez capable de tout ce que vous désirez faire. Et surtout, de ne pas abandonner vos rêves. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Parce qu'en tant que femme, on travaille plutôt, la plupart du temps, à aider les autres à réaliser leurs rêves. Et on oublie de réaliser les nôtres. En fait, c'est ce que m'a dit ma fille. J'ai encore 2 minutes. Donc, vous voyez, je suis une assez bonne conférencière. Si vous voulez m'inviter pour parler, je suis à votre disposition. Hein. Donc, ma fille m'a dit, une fois que j'étais dans une période, comme tu as vécu, très difficile, où on ne sait plus qui on est, elle me dit, mais maman, il y a longtemps que tu rêves de créer ton entreprise, de créer ta montre, pourquoi tu ne le fais pas? Et puis moi, maintenant, je suis à l'opéra, et puis j'ai le sentiment, elle venait de se marier, que je dois me sacrifier pour mon mari. Tu m'as dit, parce qu'à l'opéra, il n'y a pas deux qui peuvent réussir, c'est ou l'un ou l'autre. À Paris, c'est comme ça. Et puis, elle m'a dit, tu m'as toujours dit d'aller au bout de mes rêves, tu m'as toujours dit qu'il fallait que je me réalise, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment un mauvais exemple pour les autres.
Alors j'étais un peu interloquée parce qu'il me semblait que j'avais passé ma vie à encourager les autres. Et puis, c'est vrai, elle m'a dit la vérité. Je me sacrifiais volontairement parce que je croyais toujours que d'abord, je devais faire déjà, comme j'étais la grande dans ma famille en tant que petite, je vais me sacrifier pour les autres, sans qu'on dise ce mot-là. Et puis après, pour mon mari, sa carrière, puis après mes enfants, puis et moi, où c'est que j'en suis? Alors c'est là que j'ai décidé de me lancer. Et j'ai créé mon entreprise. Et je vous dirais que je lui ai donné le nom de mon père, parce que toutes nous avons un père. Et parfois, l'histoire avec notre père n'est pas toujours aussi belle qu'on aurait aimé qu'elle soit. Mais malgré tout, on a un père. Et je lui ai donné à cette montre le nom de mon père, de Lance, qui est aussi le nom que lui m'a donné. Voilà. Elle est très modeste en fait, hein, parce que sa montre, je peux vous dire, et son entreprise, ça a été un sacré boulot. Et c'est une sacrée créatrice quand même. La montre est magnifique, elle est en plusieurs couleurs, et puis enfin matériaux. Et puis, par contre, elle est peut-être un peu moins bonne en business parce qu'elle est tellement généreuse que sa montre, elle l'a offert à tellement d'associations, de machins, de trucs, de muches. Donc voilà, donc si vous achetez la montre, ne pensez pas qu'elle va s'acheter une Rolls avec. Elle va encore être capable de la donner à je sais pas, de donner l'argent à je sais pas qui pour les aider. Donc Gisèle est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et maintenant, Cléa Fanico, tout aussi remarquable aussi, comme toutes les autres. Donc voilà, Cléa, avec laquelle j'ai travaillé à l'université de Genève, et qui va vous parler un petit peu, donc c'est une scientifique, une chercheuse, qui va vous parler un petit peu des rôles modèles et de plein d'autres choses. Bonjour, merci beaucoup Brigitte Mantillieri pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être devant vous et puis de partager en quelques minutes quelques éléments qui concernent l'impact des rôles modèles. Bon, avant de vous présenter ce que la recherche montre en quelques lignes, je voudrais commencer par le partage de mon expérience professionnelle. À la fin de mon doctorat, j'ai pu suivre à l'Université de Genève un programme qui s'appelle le programme de mentorat, un programme qui a été mis en place par Brigitte Mantillieri. Et ce programme, il permettait aux femmes expérimentées, donc aux professeurs, d'aider les jeunes chercheuses plutôt de réfléchir ensemble sur leur projet de carrière et puis sur tous les défis de la conciliation de la vie privée et vie professionnelle, sujet qui est sorti aujourd'hui. Donc ce programme, il m'a permis de faire la connaissance de la professeure Marie Bess, qui est devenue pas seulement ma mentor, mais elle est devenue aussi mon rôle modèle. En effet, grâce à ce programme, j'ai commencé à m'identifier avec Marie, avec son parcours, et j'ai pu, grâce à elle, faire des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant. Par exemple, grâce à Marie, j'ai eu le courage de partir aux Pays-Bas pour faire un bout de mon postdoc, et puis j'ai laissé mes deux garçons, 4 et 2 ans, à mon mari. Donc c'est lui qui s'occupait pendant le temps que moi, je m'occupais de ma recherche académique. En effet, l'identification avec les femmes, avec les hommes, commence très tôt. C'est un processus inconscient, psychologique indispensable. On s'identifie avec des personnes depuis qu'on est toute petite, mais on continue aussi à s'identifier à chaque moment de notre vie. Parfois, ce n'est pas juste la personne avec laquelle on s'identifie, parfois c'est juste un partage d'expérience, parfois c'est juste une phrase à laquelle on revient, on se rappelle, et puis c'est cette phrase qui nous permet d'aller plus loin. La recherche, elle montre que l'influence des rôles modèles, notamment pour les jeunes femmes, elle est très importante. La recherche montre que dans des métiers, dans les filières où il y a très peu de femmes, les jeunes femmes, elles n'ont pas envie d'y aller. En fait, elles considèrent que ce milieu, il est très hostile. Elles considèrent que dans ce milieu, elles n'ont pas leur place.
simplement parce qu'il n'y a pas d'autres femmes. Donc, si je ne vois pas d'autres femmes qui sont là, ça ne donne pas envie d'y aller parce qu'il n'y a pas de modèles féminins avec lesquels je peux m'identifier. Donc, c'est pour cela que je trouve qu'aujourd'hui, c'est une sacrée opportunité d'avoir avec nous, devant nous, des femmes qui sont inspirantes, qui ont des parcours exceptionnels avec lesquels on peut s'identifier chacune. La recherche, elle montre aussi que le programme de mentorat est super important. Donc, pas seulement parce que ça nous permet de valoriser le parcours des femmes exceptionnelles et puis d'apprendre de leur parcours, mais ça nous permet aussi de grandir dans notre projet professionnel. Et puis même quand on a 50 ans, comme Gisèle l'a mentionné, on peut démarrer des projets, on peut continuer à grandir, donc il n'y a pas d'âge pour se grandir professionnellement. Donc, en échangeant avec Brigitte, elle m'a dit qu'à l'intérieur de Sorop Optimiste, il y a ce programme de mentorat. Donc, je trouve que c'est vraiment une sacrée opportunité de faire partie dans ce programme, pas seulement en tant que mentor, donc de partager ce que vous êtes, ce que vous faites pour inspirer les jeunes femmes, mais aussi pour les mentis de s'inscrire et puis de profiter de votre expérience qui est excellente. Et en accord avec cela, je peux partager les résultats d'une étude qu'on a faite à l'Université de Genève qui montre à quel point le programme de mentorat a changé la vie des jeunes chercheuses. J'aimerais bien conclure avec l'élément d'une de ces participantes, donc, par rapport à cette question, à quel point le programme change la vie d'une jeune chercheuse. Elle dit simplement, ce programme de mentorat a sauvé ma vie. Merci encore d'être là. Merci de continuer à faire ce que vous êtes, ce que vous faites. Et je me réjouis d'échanger avec vous par la suite. Merci. Ok, donc maintenant, vous allez vous déplacer, celles qui sont de la table 21 à 42, et puis profiter de ce moment de discussion. Mais comme je l'ai dit déjà, vous profitez du moment de discussion et vous pourrez encore discuter avec plein de soroptimistes après. Je remercie infiniment nos intervenantes d'avoir été aussi généreuses dans leur parler et leur partage d'émotions et leur partage d'expériences. Et je vous souhaite donc une belle discussion. Tiger.